Bonsoir et bienvenue. Je suis Pascale Kwame-Souquier et le plus important pour moi ce soir, c'est vous. Votre présence à ce dîner sans filtre qui se déroule, comme il est de coutume, à Parenthèse, le restaurant de toutes les gastronomies fines de la capitale ivoirienne. Le Krav Maga. Sous cette résonance carnavalesque se cache une méthode de combat, un combat rapproché, un corps à corps, mais qui se réclame uniquement d'autodéfense. Il est conçu pour neutraliser rapidement son adversaire. On y trouve de tout dans le Krav Maga, de la boxe, du jiu-jitsu, de la lutte et même du judo. Et toutes les unités d'élite pratiquent le Krav Maga, ou en tout cas le connaissent. Mais alors, pourquoi j'ouvre ce soir avec cette image? Parce que la philosophie du Krav Maga repose sur 4 principes qui, à mes yeux, s'imbriquent parfaitement avec les invités du dîner sans filtre de ce soir. Petits plats et grandes idées à table. Bienvenue au dîner sans filtre. Créé à l'initiative de la France à la suite du premier choc pétrolier, le G7, le groupe des 7 regroupe les 7 puissances les plus industrialisées de la planète. Au moment même où nous réalisons cette émission, ils se réunissent, et ce les 15, 16 et 17 juin à Évian-les-Bains en France, avec une arrivée par exemple de Donald Trump très remarquée, c'est vrai. Mais ce qui nous intéresse ici dans le cadre de ce dîner sans filtre, dont le premier sujet concerne la compréhension des circuits de l'argent, de votre argent, de notre argent, de l'argent des États, eh bien, passe aussi par une des résolutions de ce G7. Parce que c'est en 1989, lors de l'un de ces sommets, qu'ils ont décidé de mettre en place le groupe d'action financière. Et dans ce groupe d'action financière, eh bien, ils ont élaboré un certain nombre de lois et de normes que doivent respecter les États, en tout cas qu'ils imposent. Vous me direz si c'est vraiment le cas, Joël Touré, aux banques. Eh bien, la Côte d'Ivoire est censée et réputée dans la liste grise, en tout cas selon nos dernières recherches. Qu'est-ce que cela implique? Comment peut-on réaliser pour un État une traçabilité sans faille des flux financiers? On en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de dire le premier bonsoir à la seule femme à mes côtés pour ce soir. Il s'agit de Rayana Assi. Rayana, bienvenue encore une fois au Dîner sans filtre. Comment allez-vous? Merci Pascal. Je vais très bien. Je suis d'autant plus en joie quand je me trouve à cette table parce que je sais que je vais bien manger, je vais bien parler. Et je suis de très bonne compagnie ce soir, donc je suis toute contente. Bienvenue encore une fois à vos côtés. J'hésite entre l'avocat et le banquier, mais on a souvent besoin d'eux dans la vie, pour ne pas dire presque toujours. Mais on va commencer. Il est en premier. Hein. On va commencer par lui qui a les nerfs de la guerre. par le banquier, parce que de toute façon, il faut payer les honoraires de son avocat. Joël Touré, comment se porte la Stanbic Bank? Merci Pascal. La Stanbic Bank se porte très bien. Et bonsoir et merci de m'avoir invité à ce plateau. Et merci aux différents invités qui sont avec moi ce soir. Merci Joël. Alain Tailly, on a toujours à cœur, quand on sélectionne des invités, d'avoir un homme des arts, des lettres, ici à cette table, parce qu'ils apportent toujours cette légèreté de l'esprit, ce supplément d'âme à cette table. N'est-ce pas que ça va être le cas ce soir? Je pense, oui. C'est des sujets très intéressants, des invités tout à fait charmants, charmantes. Oui, je pense qu'on aura un bon commerce ce soir. Stanislas, vous êtes notre fierté. Votre expertise est demandée partout en Afrique. J'insiste partout en Afrique parce que souvent on dit votre expertise est demandée en Europe. Mais vous, je sens que vous avez à cœur de faire de cette compréhension de la finance une matière connue chez vous en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, merci d'ailleurs de m'inviter à ce dîner que j'ai vu de loin d'ailleurs. Et c'est marrant parce que quand je l'ai vu, j'étais justement entre 2 aéroports. Et j'ai trouvé assez intéressant et que finalement, je me dis, c'est vraiment pendant les dîners qu'on parle de choses intellectuelles. Et un dîner, finalement, c'est un endroit où on s'exprime, où on échange, où on discute,
où en réalité, on met en place des politiques publiques. Et je pense que les personnes qui gèrent les pays devraient souvent discuter autour d'un repas de politique publique, de mettre en relief les problématiques, de les contextualiser et de trouver des solutions. Parce que c'est l'endroit où on est plutôt relax, plutôt convivial. Donc, et c'est difficile pendant un repas de se fâcher. Et donc, je trouvais ça très intéressant. Comme on avait parlé, je trouvais extraordinaire. Et Surtout donc, qu'on a des couteaux à portée de main. C'est pas le lieu, effectivement, pour se fâcher. j'essaierai j'essaierai de jouer le moins possible l'avocat du diable, parce que j'aime bien la contradiction. Est-ce que vous avez un bon avocat? Alors, je pense que dans ce pays, il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de très bons avocats. Nous avons de très, très, très bons avocats, mais je ne suis pas sûr qu'on les utilise comme on devrait les utiliser. Et donc, dans ce pays, je ne crois pas que notre grosse problématique, c'est d'avoir des avocats compétents, parce qu'on en a. Voilà. Et puis, on est là avec un très grand avocat. Hein. C'est une parole que vous buvez comme du petit lait, maître Abdoulaye Ben Meïté. Je suis en train de fondre là. Oui. Moi, les échanges de cartes de visite, je prends 10%. Ça vous convient ou pas? Je voulais dire que je tenais à vous remercier. Bonsoir, maître. Mais surtout que poser la question telle que vous m'avez posée à Stan, je l'appelle affectueusement Mais je vous Stan. en prie, on est entre amis. On est Voilà, entre amis. c'est dire que mais d'abord, je tenais à vous informer que Stan est le client de pratiquement tout le barreau de Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous fait l'honneur d'être quelque peu un parrain de cette belle institution du barreau qui est l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, qu'il a honoré récemment en se portant parrain à une des activités de cette jeunesse du barreau, dans lequel j'ai eu à occuper lorsque j'étais plus jeune avocat en qualité de vice-président. Et à l'occasion, je pense que j'étais en même temps invité d'honneur à ses côtés. C'est toujours un plaisir de le rencontrer parce qu'avec lui, on ne s'ennuie pas. Il me faut terminer cette présentation de table par un homme politique qui lui également me fait l'honneur d'être ici pour la seconde fois. Il s'agit de M. Ferdinand Liagnan. Comment allez-vous? Bonsoir, bienvenue. Merci Pascal, je vais très bien. Depuis mon passage la dernière fois, je crois que je garde encore le repas que j'ai pris. Ému. Oui, les protéines que j'ai prises ici m'ont fait prendre quelques kilos et j'ai aimé. Mais ce soir, je suis encore plus heureux parce que à ma droite, il y a celui que j'appelle le maître. Oh, et son nom, je ne le prononce pas, j'ai dit le maître. À ma gauche, il y a un éminent PDG et puis en face de moi, mon grand frère Ben qui m'invite chaque matin et soir quand il me croise, il vient au RHDP. Il y a un mercato dans l'air. Oui, Est-ce qu'il y a un restaurant au siège du RHDP? Voilà. Pour de vrai, hein, je ne parle pas de l'image. Non, mais je vous réponds tout de suite. Hein. Effectivement, il y a un restaurant. Oui, il y a une cantine, il vous Mais invite au restaurant du le restaurant, c'était RHDP. un creuset d'amour et de connaissance. J'aime bien la parenthèse. Et on est à parenthèse. Oui, j'aime bien la parenthèse. C'est le nom de ce restaurant. Et donc, eh bien, je suis heureux d'être là. Je commence tout de suite avec cette question. Je vous parlais de comprendre les circuits de l'argent. Aujourd'hui, je vais commencer par vous, Joël. Vous me corrigerez. Je crois que quand on est à 8 millions et 1 franc, il faut justifier. Ça, c'était il y a quelques années. Est-ce que ça a changé? Et comment on sait que son argent est un argent qui ne va pas faire l'objet d'une interpellation, qu'on ne va pas nous appeler pour nous demander d'où ça vient, surtout si on vend au marché, qu'on a plusieurs boutiques et que tout le monde paye en espèces? Non, merci Pascal. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est que les circuits, les flux financiers n'ont pas une trajectoire linéaire rectiligne. Mais la banque ou les établissements financiers jouent un rôle très important. Donc, et la finance et la banque est une activité très réglementée et de plus en plus réglementée. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes agent économique, client de banque, il y a un minimum de gouvernance à laquelle nous vous soumettons pour la plupart des agents économiques qui la trouvent conviviale et pour d'autres, pas. Le deuxième volet, c'est que nous avons un marché ou une économie, qu'on le veuille ou pas, qui est encore
informel et qui est aussi basé sur du cash, C'est vrai. avec un taux d'inclusion, de tout ce qui est inclusion financière. Quand on parle de bancarisation pure, on est encore autour de entre 25 et 30%. Donc il y a encore de la marge. Et lorsqu'on intègre maintenant différents acteurs qui sont les microfinances et les opérateurs de monnaie électronique, l'inclusion financière prend une proportion pour se situer légèrement au-dessus des 80%. Donc, ayant dit cela, il y a toujours un espace non réglementé et nos économies sont des économies de cash, où le cash circule encore. Et lorsqu'on parle maintenant de la Côte d'Ivoire, on parle aussi d'une union. Donc, aujourd'hui, nous avons une union et donc les règles se sont corsées un peu plus depuis que la Côte d'Ivoire a été effectivement inscrite sur la liste grise dont nous parlions tout à l'heure par le GAFI, le groupe d'action financière. Et il y a un certain nombre d'agrégats que les pays sont en train de mettre en place, y compris la Côte d'Ivoire. Et nous, dans notre cas, nous avons des autorités monétaires, des autorités de supervision, des autorités de contrôle. Et nous avons aussi le ministère des Finances, qui effectivement est notre tutelle, qui réglemente toutes les banques. Et les autorités de supervision et de contrôle sont chargées de s'assurer que tout ce qui a été dicté est appliqué. Ça a toujours existé, ce n'est pas nouveau, mais ça a été encore renforcé lorsque des efforts sont demandés à des pays comme la Côte d'Ivoire de pouvoir s'assurer que les banques qui sont par défaut le réceptacle de tout ce qui peut être cycle de blanchiment sont passées au peigne fin. Donc, en termes de seuil, chacune des banques a ses seuils, mais il y a des seuils qui sont imposés, même pour les voyageurs dans la zone, et comme pour les dépôts à faire en espèces. Je termine ce premier propos en disant que tout ce qui est entré dans un circuit financier est traçable. Donc, la traçabilité nous donne au moins d'avoir de l'espoir que toutes les informations qui passent dans un circuit traçable. C'est ce que certains cherchent à éviter. Donc, l'action ou la réprimande ou la correction peut suivre aujourd'hui, mais si des fonds sont entrés dans un circuit bancaire ou un circuit financier, même 20 ans après, nous avons eu des groupes pour lesquels nous avons eu à travailler dans le passé, ou qui existent, que vous connaissez, même 20 ans après, qui sont attrapés pour des activités ou des transactions qui ont eu lieu, je vais dire, plus tôt. On parle de blanchiment d'argent, mais derrière le blanchiment d'argent, il y a, je vais dire, deux autres acteurs qui sont la lutte contre le terrorisme et la lutte contre, je vais dire, tout ce qui est prolifération d'armes de destruction massive. Donc aujourd'hui, on passe tout de suite du blanchiment à intégrer maintenant ces deux facteurs qui nous donnent un peu plus une vue d'ensemble afin de pouvoir mieux, je veux dire, préparer et puis protéger les acteurs économiques. Alors, vous avez tout à fait raison. Tout de suite, quand on évoque le blanchiment, on le lie maintenant au terrorisme, au financement du terrorisme, des migrations irrégulières, de la criminalité transfrontalière et tout ce qui est réseau criminel. Est-ce qu'il y a trop de normes, Stanislas? En fait, ce n'est pas qu'il y a trop de normes, c'est que les normes ne sont pas forcément adaptées aux environnements. C'est ça. C'est-à-dire que les normes qui sont établies aujourd'hui, pour la plupart d'ailleurs, parce qu'on parle du G7, ce sont des normes qui sont des problématiques de pays développés. Donc, on met en place des normes pour régler des problématiques de pays développés qu'on veut imposer de façon universelle, ça ne peut pas fonctionner. Ce que je pense qui devrait être fait, c'est que dans chaque environnement, on devrait contextualiser la réglementation. Une réglementation universelle dans un monde complètement décalé, ça pose énormément de problèmes. Et c'est le problème que les Africains ont. Quand vous regardez même le marché des capitaux, je prends un exemple qui est très simple. On crée une bourse et on dit on crée une bourse des PME. Et quand on crée une bourse des PME, la logique, c'est que les PME puissent être cotées à la bourse et puissent emprunter à la bourse. Mais par contre, quand on crée la bourse, on se dit qu'il nous faut des règles et des critères qui soient universels, qui soient reconnus à Londres, qui soient reconnus à... Sauf que les PME de Londres ne sont pas les PME de Côte d'Ivoire. Vous rentrez dans un marché qui est globalisé, complètement globalisé, où finalement vous n'avez pas les outils, parce que vous n'avez pas pris le temps de construire ces outils-là. Donc je crois qu'on a un vrai problème de repenser notre approche au développement que d'être dans une logique de conformité absolue. Et on se retrouve avec des lois qui, des fois, nous contraignent dans, si vous voulez, dans atteindre des objectifs qui pourraient être les nôtres. Maître,
Pourquoi on signe ces grands accords internationaux? À l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut parler de souverainisme, plus ou moins de souveraineté? Quel est l'état de nos États? Et je pense que c'est un process. Il y a un choix. Le premier choix, c'est aller à notre rythme. Ça, par contre, ça peut être le premier choix. Ou alors en tenant compte des réalités, notamment les questions aujourd'hui, les questions criminelles, les États qui nous entourent, les questions de terrorisme. Je pense qu'on a dû mettre le pied dans le plat. Pour moi, lorsqu'on verra que dans la mise en œuvre, il y a des insuffisances, on va essayer d'adapter en fonction des réalités que nous traversons. Je suis d'accord avec vous, cependant, et je suis d'accord avec Stan, lorsqu'il dit qu'avec cette économie informelle, j'ai eu des cas où la justice a dû, par exemple, relaxer le prévenu pour des faits de blanchiment, parce qu'en réalité, il ne savait ni lire ni écrire, il évolue en entreprise individuelle, il livre à des sociétés qui prennent l'argent, ils déposent à la banque, il y a des versements d'espèces à la banque, et quand on voit effectivement la traçabilité de tout ce qui a été versé, on va au milliard. Oui. Donc ça attire l'attention sanctif qui vient effectivement demander au procureur du pôle financier de mener des enquêtes, une investigation. Et que la banque même a été interpellée à l'occasion. Mais je voudrais dire que ce n'est pas aisé pour les gouvernants. Nos réalités, avec les risques en matière de terrorisme, la situation de la Côte d'Ivoire, vous avez le Mali à côté, vous avez le Burkina, vous avez effectivement toutes ces... Nous sommes une place importante de la sous-région économiquement et financièrement. Et regardez, depuis un moment, les acteurs financiers ont commencé à avoir un peu peur. Depuis la traque sanctif, pôle financier, les choses ne se passent plus aussi facilement. Donc, lorsqu'on va se rendre à l'évidence qu'il faut adapter, je pense que les gouvernants et le président de la République, chaque fois que des besoins nous démontrent, la loi est faite pour régler les situations. Et la loi, elle est malléable, parce qu'on peut l'adapter selon les circonstances. Ce qu'il faut, je pense, c'est travailler sur un modèle de société qui aille vers une société vertueuse, où les hommes et les femmes sont adossés à des vertus, à des valeurs cardinales qui guident leur quotidien et qui leur donnent la capacité de dire non à l'argent sale. La Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée depuis 65 ans pour faire le point, pour dire mais où nous en sommes et où on va. On va de quinquennat en quinquennat sans poser les questions clés. Il faut qu'on s'arrête. Qu'en pense l'homme politique de cette question, de ces liens qu'on fait entre l'argent généré par ces sociétés informelles et cette lutte légitime de l'État contre les trafics illicites financiers? J'ai écouté le banquier, bon, je vais dire les deux financiers parce que... C'est même pipe, même temps. Voilà. On est dans une économie qui est, j'allais dire, à 100% informelle. Parce que, oui, non, je dis, j'allais dire, je sais quand même. Hein, mais je suis... Ben, moi, je peux allez-y, dites-lui. relativiser. Parce que, alors, quand on est dans cette économie, et que j'arrive à la banque avec une somme de 50 000 à déposer sur un compte, et on me demande l'origine des fonds. Vous voyez comme ça, du coup, ça rend nerveux. Ferdinand, oui. Est-ce qu'à 50 000, on demande l'origine? Oui. Vous voulez que je vous cite une banque? Non, en principe, non, mais ceux qui l'ont fait, c'est du zèle. C'est du zèle peut-être. Oui, mais je vais juste m'appuyer sur cette économie informelle qu'on prend pour universelle. Non, les lois de l'autre côté. Vous avez tout à l'heure parlé des 7 grands qui n'ont pas nos réalités et qui ont leurs lois qu'on nous impose. Je voudrais marcher dans les pas de Stan pour dire que quand on est en matière à tous les niveaux, de finance, de culture, il faut que chez nous, on ait quelque chose à apporter. C'est comme à la rencontre de l'universel, il y a ce grand auteur qui disait qu'il faut que l'Afrique apporte quelque chose. Aujourd'hui, à la rencontre de ces grandes décisions économiques, qu'apporte l'Afrique? Et j'allais dire qu'apporte. En tout cas, pour ce sommet du G7, l'Afrique apporte le Kenya
et l'Égypte. Parce que Oui. l'Afrique du Sud a été désinvitée. Je pense que Mais qui n'ont pas le droit de, c'est déjà qui n'ont ça. pas de voix. C'est Mais déjà ça. mais Ils sont justement, payés quand je parle- invités. Ils sont Pascal. payés invités Oui, ils sont sur payés les neuf. invités pour assister. Mais est-ce qu'ils Mais ont vous voulez une voix de chose et son décision? contraire. Vous voulez prendre le train de la mondialisation, mais vous non, ne voulez pas en accepter non, les non, règles. non, Est-ce Non, que c'est attention, ça? attention. Dans le train de la mondialisation, il faut que chacun apporte quelque chose. Quand j'ai dit tout à l'heure, on va déposer 50 000, on nous demande d'où ça vient. L'origine des fonds. Mais d'où ça vient là, je peux dire que je vends des œufs. Qu'est-ce qu'ils ont comme instrument pour vérifier la véracité de ce que j'ai dit? Ce sont vraiment pratiquement les mêmes arguments qui se rejoignent, mais je trouve qu'on est vraiment sur seulement en fait une petite partie de l'iceberg. Dites-nous, On reste Mariana. vraiment sur la partie, comme tu disais, technique, sur la partie un peu diplomate de la discussion, mais la réalité, elle est tout autre. Là où est-ce qu'on... Qui blanchit les capitaux déjà? Est-ce que finalement, ces volontés de s'agripper aux normes internationales, c'est pas tout simplement pour faire bonne figure? Parce qu'on sait... Vous n'y croyez pas, vous? Pas que je n'y crois pas, mais je crois quand même qu'il y a un tout petit peu de mauvaise foi et de jeu d'image dans tout ça. Parce qu'on va venir utiliser le secteur bancaire, on l'a vu depuis ces dernières années, j'ai envie de dire proportionnellement même à la croissance économique du pays. On a vu le secteur bancaire resserrer les taux, surtout au niveau des Mais processus ils sont sous KYC. pression. Vous êtes sous Non, pression. et justement, alors, et justement, c'est ce que je félicite. Je veux bien Non, et c'est ce que je veux félicite. bien Donc on a vu ce reprendre, secteur bancaire là, sur, mais en réalité, si je me mets à la place d'un décisionnaire, si je veux montrer aux gens que je respecte une certaine réglementation et tout, mais bien sûr que je passe par le secteur bancaire, c'est la première barrière. Mais c'est la barrière à ce qui est formel. Ce n'est pas du tout... Ceux qui à fait. blanchissent de l'argent ne sont pas en train de passer par le secteur bancaire pour le Donc, faire. c'est pas la Il y a vendeuse de énormément... tomates qu'il faut regarder. C'est plus Alors, haut. c'est En pour fait, ça- il y a c'est pourquoi, en énormément... réalité, Juste le temps de terminer parce que j'ai oui, vraiment vas-y, écouté vas-y, et j'aimerais termine. juste faire le Ouais, tour vas-y, de vas-y. ma réflexion. Euh, On est en train de s'appuyer sur... En fait, le débat a été réorienté et ils l'ont bien fait. On nous laisse croire qu'on veut respecter certaines mesures, qu'on met en place certaines normes, certaines mesures enfin, de façade, mais qui ne répondent même pas en fait à la source du problème. Parce que celui qui blanchit en réalité, vous croyez qu'il ne connaît pas ces processus bancaires, vous croyez qu'il ne connaît pas ces normes? Il fait tout simplement du détournement. Mais qui blanchit? Dans quoi est-ce qu'il Ouais. blanchit? Ouais. Si je prends le cas de l'immobilier par exemple, Ouais. on est en Côte d'Ivoire. Celui qui veut blanchir son argent, il va venir, il va utiliser exactement le process dont tu parlais. Mais sauf qu'on a aussi des procédures de contrôle. Et ces procédures de contrôle vont consister à quoi? À venir voir si effectivement, bon, ou d'où vient, quelle est l'origine des fonds. Une fois que le gars qui, avant de commencer à blanchir, avait déjà analysé tous ces processus, quand il a monté son immeuble, vous voyez pas qu'il y a des immeubles, je ne vais pas dire la zone, où il y a de beaux appartements Oui. vides, Oui. avec Jamais des habités. loyers jamais habités, Jamais habités. pendant près d'un an, Oui. mais avec des Jamais tarifs habités. de loyer vraiment exorbitants qui n'ont l'État rien de sait-il réel. cela? Si on a vraiment la volonté, parce qu'on sait dans quel secteur se jouent les blanchiments d'argent, si on veut vraiment réglementer, en réalité, on va trouver des mesures, par exemple, de modernisation, de digitalisation. Je crois il faut l'approcher de façon structurelle. S'il y a une vraie volonté politique de réduire le blanchiment jusqu'à son minimum, parce qu'on ne peut pas l'éliminer naturellement, Exactement. comme toutes les... C'est juste de dématérialiser toutes les transactions financières. Il Merci. faut les dématérialiser Star, totalement. Mais que dites-vous? Voilà, dématérialiser crée la traçabilité. C'est clair. ça. Aujourd'hui, Exactement. Oui, avec Joël le les disait tout blockchains. à l'heure, on nous disait à l'époque, il faut l'inclusion financière, il faut l'inclusion financière. Il n'y a que 14% d'inclusion de bancarisation. Mais finalement, aujourd'hui, ça n'a même plus de sens. Parce que on se rend compte que celui qui ne mettait pas son argent à la banque, c'est juste qu'il n'avait pas suffisamment d'argent. Et il estime que les frais de banque et tout ça, s'il touche 100 000 francs, il ne va pas les mettre à la banque pour qu'on lui prenne des agios de 4 000 francs et des 5 000 francs. Par contre, avec le portefeuille électronique, il rentre dans le circuit financier et donc il n'a plus besoin d'aller à la banque, mais il est dans le circuit indolore. financier, il peut avoir des prêts, il peut tout faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux sur ce qu'on a envie de faire. Si, comme Ryan a dit, la volonté est de réduire comment on appelle ça, le blanchiment, on sait comment le faire, il faut dématérialiser. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une éducation financière qui se fait. Et je veux dire, les systèmes sont protégés depuis l'entrée en relation, le suivi des transactions, le reporting, et afin de pouvoir analyser. Donc le circuit bancaire aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme réglementation, autorité et les groupes intégrés dans lesquels nous sommes, la probabilité que des fonds blanchis restent dans un système bancaire normal ou de façon classique devient de plus en plus aménuisée.
Il faut le reconnaître, nos États sont encore fébriles, fragiles, mais les portions les mieux maîtrisées sont déjà le système financier où nous allons continuer à travailler, mais avec de l'éducation financière pour permettre à chacun. Les profils de risque sont connus. Lorsque vous ouvrez le compte, on vous donne un profil de risque. Si le profil de risque est modifié, maintenant même c'est de l'intelligence artificielle qui va monitorer parce que les gens suivent le circuit. Toutefois, les mesures qui ont été prises, on a parlé de l'agence de la gestion de tout ce qui est recouvrement des avoirs criminels, la GRAC, qui a saisi, récemment ils ont dit quoi, quand on totalise près de 15 milliards d'avoirs criminels, parce que ça a quitté le secteur informel pour entrer dans un système qui n'est pas forcément la banque. La banque en elle-même, elle a les outils et elle continue d'avoir encore les outils sous la supervision des autorités de supervision, du ministère des Finances et tout ce qui se met. Mais ne confondons pas le secteur informel avec le blanchiment d'argent forcément. Le secteur informel favorise le blanchiment d'argent. Donc, un État comme le Nigeria est passé avec une réduction drastique du cash. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc, à ce niveau, il y a un temps d'éducation et aussi de pression. Il faut qu'on accepte cette transition douloureuse-là pour qu'on passe. Une fois qu'on a pu mettre tout dans un système qui est traçable, il y a l'interopérabilité actuellement qui se joue. Donc, d'ici un mois, tous les systèmes seront interconnectés. Vous aurez de moins en moins d'espace. Donc, une fois que vous êtes tous dans un système, on peut tracer. Je termine maintenant avec les secteurs connus. C'est des présomptions. Parce qu'on dit secteur connu, ça peut être des secteurs connus, mais on a des moyens de pouvoir contrôler. Il y a eu effectivement la caisse de dépôt et de consignation qui réduit un peu l'espace des notaires où on pouvait avant acheter des maisons en cash. Le matériel encore, ça rentre dans le secteur informel. Mais avant, on pouvait acheter des maisons en cash. Aujourd'hui, ça devient de moins en moins possible. Il a résumé ce que j'ai dit. J'ai dit pour l'heure, il y a des acteurs économiques connus. Notamment, c'est le secteur bancaire. Il fallait maîtriser ce secteur. Il fallait assainir ce secteur. Parce que ce secteur était un secteur à risque, comme le secteur, effectivement, des avocats, des notaires. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Maintenant, quant aux problèmes qu'il pose, en tenant compte de nos réalités, les réalités sociales de la Côte d'Ivoire, mais les choses vont crescendo. J'ai dit que les lois sont prises. Et les lois sont prises pour réglementer et régenter une situation donnée. Mais au fur et à mesure, les choses vont avancer. Et vous le savez, c'est un marchepied bien indiqué pour notre deuxième sujet. Est-ce que la Côte d'Ivoire va comprendre que délocaliser peut conduire au boom économique tant recherché? On en parle après la pause. Vous êtes de retour sur le dîner sans filtre, le dîner le plus couru de la capitale. Et justement, on va parler de cette capitale qui concentre tout, qui est gourmande de tout. Abidjan, quand vous sortez d'Abidjan, vous allez à la Chini, vous êtes encore content. Merci. Merci beaucoup. Ces noix de Saint-Jacques sont bien arrivées. Aujourd'hui, moi, je voudrais des solutions. Pour ma petite expérience, je sais que... Bon appétit, messieurs, dames, je vous en prie. Dans les années 70 à 80, il y avait une vraie politique de décentralisation de l'activité économique sur l'intérieur. On a vu quelques pôles industriels, à Boaké notamment, avec Gonfreville, on a vu Utexi, on a vu à Dimbokro, Cotivo, c'est ça. On a vu à Beauville, j'ai dit à Beauville, Dimbokro. Voilà, on a vu les chaînes de la Sieto dans 9 départements, à Katiola, avec les fêtes tournantes. On a vu les complexes sucriers se déployer dans le nord. Donc, à un moment donné, la Côte d'Ivoire s'est donnée, par l'interventionnisme de l'État, les moyens de développer des pôles à l'intérieur. Et puis, il y a eu la crise de 80. Et puis, il y a eu les passes. Et puis, il y a eu une forte concentration des investissements sur Abidjan. Parce que les investisseurs viennent à Abidjan, parce que. Donc, c'est ça d'abord. C'est notre histoire. Et donc, comme il a dit, ce n'est pas une question de pouvoir politique, c'est une question de modèle politique choisi depuis l'indépendance. C'est un choix qu'on a fait. C'est ça. Le choix de la personne plutôt que des institutions. Parce qu'avec des institutions, quand on rentre dans une logique d'institutions fortes plutôt que de personnes fortes, on ne se retrouve pas dans ça. C'est la deuxième chose, c'est le modèle économique. On est dans un modèle économique où on se dit, on a la capitale et naturellement, plus on la développe, plus ça va s'étendre. Parce que la vie va commencer à devenir chère, les gens vont sortir
Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a 20 ans, vous n'aviez pas le Grand Abidjan. Maintenant, vous avez le Grand Abidjan. Et le temps que ça arrive dans le Nord, ça pourra encore prendre 100 ans. Ou alors, il y a une décision de dire on va faire une décentralisation organisée et structurée. C'est-à-dire que déjà, une décentralisation organisée et structurée, c'est s'arranger pour que toutes les villes et toutes les régions se relient le plus rapidement possible par les airs, par le train, par la route. Nous sommes en train de surfer encore dans un plan qui a été déjà pensé. On a épuisé beaucoup de cartes et maintenant nous sommes lents à déployer le deuxième. Je reconnais qu'il y a des efforts, mais comme il a dit, c'est des choses qui auraient pu avoir lieu depuis 20 ans ou 30 ans. Donc ce n'est pas lorsque, là on est en train de travailler avec un petit recul, alors que si nous planifions sur 50 ans aujourd'hui, nous devons commencer à anticiper et délocaliser de façon progressive en fonction des différents pôles. Les problématiques régionales doivent être réglées par les autorités régionales, mais elles doivent avoir le pouvoir politique, le pouvoir économique pour le faire et financier. Donc c'est comme je dis, c'est vraiment une décision, c'est vraiment une volonté politique de décentraliser effectivement et que nos pays n'ont malheureusement pas. Comment De décentraliser et d'intégrer notre économie. Je prends encore l'exemple de Bouaké, où Gonfreville est en souffrance. C'est une ville de production de coton. Et de textile. Les élèves de Côte d'Ivoire, de la maternelle à la terminale, portent des uniformes. Mais les uniformes ne sont pas fabriqués en Côte d'Ivoire. Avec le coton du Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas fabriqués à Bouaké. Ils sont importés. C'est une anomalie. Il faut qu'on commence à produire les uniformes. Comme ça, les enfants les consomment. Hein? Et voilà, les écoles consomment. C'est ce genre de solution-là qu'il faut appliquer. Responsable de ces ces ouvrages voilà. qui ne sont pas édités ici, mais c'est ça. uniformes qui sont importés, C'est ça. toutes ces matières. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a en propre et qu'est-ce qu'on peut produire pour nous-mêmes. Alain, je vais te rassurer. Nous, on s'est déjà arrêté, on a marqué le pas, on a réfléchi, on est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans. 20 ans dans la vie d'une nation, ce n'est pas la vie des hommes. Il y a 20 ans, pratiquement, et bientôt que le président Ouattara a pris ce pouvoir, et on parle de déconcentration, de décentralisation, mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas développer des pôles urbains, alors même surtout que ces pôles ne peuvent même pas être reliés. On commence quelque part. Vous avez aujourd'hui des infrastructures qui sont créées, des routes, des autoroutes et tout ça. Je pense qu'il faut un début. Nous avons rapproché les villes. Aujourd'hui, Abidjan, Bouaké, vous en avez pour 3 heures de temps, à la limite. C'est un fait. Yamoussoukro, Abidjan, En voiture, bien sûr. en voiture. Non, je voudrais vous dire, vous avez le réseau routier qui était en parfaite décadence. Et vous avez aujourd'hui le réseau aérien qui est en train d'être étoffé. Mais je pense qu'il faut aller au rythme. Je comprends que les Ivoiriens sont pressés. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être plus exigeant avec nous-mêmes? Non, moi j'ai quand même mon désaccord le plus profond avec ce qu'il dit, c'est que j'ai l'impression qu'il met en lumière en fait des acquis, mais qui finalement ça répond pas à la question. Laquelle? Quand on parle de décentralisation, on parle d'une impulsion que l'État devrait donner aux choses. On a l'impression qu'aujourd'hui, si je peux terminer, on a l'impression qu'aujourd'hui on est dans une impulsion de faire un Abidjan économiquement performant, etc. On n'est pas dans l'impulsion de faire une Côte d'Ivoire économiquement performante. C'est vrai. Parce que sinon, c'est très bien qu'on ait des infrastructures routières parce qu'il faut bien relier les villes, il faut bien permettre aux gens de pouvoir se déplacer, il faut créer de l'attractivité. Ça, ce sont de grands investissements. Mais parallèlement, on peut créer des incitations. Comment est-ce qu'on incite des personnes à aller travailler, par exemple, à Bouaké, à Yamoussoukro et tout ça? Sur Fiscalement, le foncier. on commence déjà par faire une partie de l'administration. Vous avez été à Bouaké il y a longtemps? C'était prévu. Non, il n'y a pas très longtemps. Mais je termine parce que ça ne rejoint pas non plus ce point. Allez-y. C'était prévu depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce qu'on entend parler justement du fait que les administrations devraient aller justement là où elles sont censées travailler? Très On a une concrètement, capitale vous voudriez politique. voir quelles administrations Certains ministères, je ne peux pas nommer les ministères, peu importe, mais certains ministères devraient par exemple partir à Yamoussoukro, même Le ministère du symboliquement. Tourisme devrait être à Mans Mais merci. pour en Mais faire même- un pôle Mais touristique excusez-moi, régional. mais même symboliquement. Vous voyez, vous, Par le exemple. ministre du Tourisme, Même Mais bien sûr. symboliquement. Donc, c'est la Ah, présence je termine du juste. ministère. Non, non, je C'est la termine. présence, c'est la Non, non, présence je des termine ministères juste. qui Même- créent un pôle touristique. Même Très bien, symboliquement. Rayana. Terminez, Rayana. Même Terminez, symboliquement, on a une capitale qu'on appelle la capitale politique.
de la Côte d'Ivoire, on n'a pas 50% des politiques qui sont installés dans cette capitale. Non. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent tous le lifestyle à Abidjan. Parce que c'est ceux qui possèdent de quoi avoir ce lifestyle, c'est eux qui s'en jouent de ce lifestyle. On a même des maires Pas qui dans la font des commune. va-et-vient, qui vont le week-end Qui dans leur ouais. localité et qui viennent à Abidjan pour le reste du temps. Donc, qui ont la maison secondaire là où ils sont censés exercer et qui ont la maison principale à Abidjan. On a un petit souci. Donc, moi, j'aime bien quand on dit de façon très diplomatique Par exemple, juste sur ça, la qu'est-ce qu'on peut paresse en faire? termes On va pas- d'investissement, qu'est-ce qu'on peut mais ce n'est faire? pas une paresse, c'est juste une non-volonté. Dans tout ça, il faut une réelle volonté politique. Mais Et vous- sur ce plateau, Mais ça fait 30 ans qu'on dit oui, ça. sur ce plateau, il y avait déjà, Mais c'est j'avais pas déjà fait. dit, non, non, C'est pas j'avais dit Oui. que ce que J'étais nous sommes en patient, train hein, d'observer, Gloria. si on avait pris le temps, comme l'administration est une continuité Oui. Compassion. et que tout est de la faute de Gbagbo, Ah, c'est pas ce qu'on a donc, dit. s'il te plaît, Ben, or qu'on a près de 20 ans de gestion du pouvoir politique, il aurait fallu au moins maintenir la capitale politique à Yamoussoukro et en faire une véritable capitale politique où C'était l'une de vos promesses aussi. ce n'était pas une promesse, c'était en réalisation et le pouvoir du RHDP a mis fin à cela par un décret présidentiel. J'allais demander à Ben aujourd'hui pourquoi cela a été fait, comme il est sur le plateau. Autre chose, mais madame, la décentralisation a été le moteur de la politique du Front populaire ivoirien. En 2000, la décentralisation a été mise en pratique Parce que avec... c'est un moteur qui a démarré. Non, madame, ça a démarré. Les conseils généraux ont été mis en place. Les conseils généraux ont été mis en place, c'était la première fois. Ça a apporté quoi? Donc, ça a apporté ce que la rébellion a apporté. Vous voyez? On ne peut pas... Réponse du s'il vous berger plaît. Alors, à la donc, bergère. quand- Si les non, conseils Ben, régionaux Ben, se compagnent Ben, on va rébellion, laisser non, c'est terminer. heureux. Ben, on va y On va arriver laisser parce Comprends que... l'échec. Non, parce que On va laisser ça fait quand terminer même 20 ans, et j'en riais tout à l'heure, mais ça me fait quand même mal, que 20 ans après, il n'y a pas de banque à Kani. Il n'y a même pas une insiste, microfinance il n'y a à pas de Kani. banque à Kani. Et c'est une réalité. Il y a au moins une population à Kani. On commence d'abord par les pôles les plus proches, soit de la microfinance, soit des caisses Au moins d'épargne, soit des caisses d'épargne. D'abord, il faut qu'il y ait des agents économiques. Il faut qu'il y ait un pôle économique élevé. Mais Est-ce que c'est de l'agriculture? Pascal, j'ai un ami Est-ce qui que est c'est- enseignant à Kani. Il y a des lycées à Kani. Il est en train de donner Oui. les... Et il est en chaque train fin de mois, donner. il court pour aller à Daloa pour prendre son salaire. Donc, je veux dire, déjà, on peut commencer Encore là, Voici avec les des critères. Voici agences les décentralisées. Il y a un minimum de population à faire, à avoir. Mais je veux dire, quel est le pôle de développement? Quand Il il y y a a un minimum 55 000 habitants à Kani. À Kani. 55 000 habitants. Alors, Chaque banque a ses critères et aussi dans certaines zones, parce que la Banque centrale a décentralisé aussi, ils ont des, je veux dire, des directions régionales. Il y a la Donc, BCAO. Kani, Il faut qu'il y ait une banque Il y a centrale. la BCAO à Daloa. à Daloa, donc je pense que Kani, pour ceux qui font du retail, parce que je ne fais pas du retail, je ne vais pas aller m'hasarder, mais pour Kani, avec la population qui a été indiquée, le nombre d'habitants qu'il y a à Kani, les différents pôles économiques qu'il y a à Kani peuvent avoir au moins les bases. Mais il faut quand même qu'on revienne à l'essentiel. Parce que... Mais ne réveillons pas des querelles Non, c'est pas, d'anciens non, ça n'a clochers. rien à voir. Non, ça c'était pour se chahuter. Hein. Je sais que Il les- nous je reste l'aime 5 bien. minutes pour ce Ce que sujet. je voudrais dire, honnêtement, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que les banques sont des investisseurs privés. Premièrement, des acteurs économiques qui ne sont pas des philanthropes. Si vous regardez, et ce que j'ai dit est essentiel. Je dis, chaque régime crée sa stratégie de développement. Comment? Mais ce que le président est en train de faire, nous avons donné la priorité au rapprochement des pôles urbains, notamment par les voies, par les airs. Le développement dont il s'agit, j'ai dit 20 ans, pour eux c'est beaucoup, pour nous, nous avons fait suffisamment. Voilà, Il ne bon. sert à rien du tout Non, non, non. de créer des villes qui ne sont pas reliées. Vous êtes d'accord avec moi? On peut créer des pôles, alors même que les gens de Boaké sont cantonnés à Boaké, les investisseurs ne vont pas se rendre à Boaké, il faut rapprocher les villes. C'est ce qui a été fait. C'était un processus, l'urbanisation dans les autres villes. Vous avez vu la ville de Boaké aujourd'hui. Dès lors que les villes sont reliées, la décentralisation comme la déconcentration est plus facile. Nous avons tenu d'abord prioritairement Bravo, Ben. à rapprocher Non, les Ben, villes il et ensuite dépasse ce effectivement soir. les semences se suivent. Merci, Non, maître. pour l'instant, tout. Non, non, Les vous- banques sont prêtes à Non, vous investir. n'êtes pas politique. On n'est pas politique. Non, on parle politique. D'accord, Vous c'est bien parlez de normal. ce que vous connaissez. C'est ça. Non, je veux dire, on va donner un point. Joël, allez-y. Un Et point. ensuite Alain. Nous sommes disposés, parce que l'objectif aussi pour nous,
c'est de proposer des solutions. Voilà. C'est pas du C'est ce que chiffre. j'ai Donc, en tant On est que, vite parti je veux dans dire, des débats, financier, il y a des financements locaux comme internationaux qui sont prêts parce que la Côte d'Ivoire a déjà un pôle d'attraction naturel. Profitons dans cette lancée-là pour identifier et projeter les 50 prochaines années. Aller développer les pôles avant que le développement même arrive. Il faut mettre les jalons. Parce que là, on est en train de rattraper, on est en train de catch-up. Je sais qu'il y a le port sec de fer qui est en vue actuellement avec des financements c'est tout ça, tu étrangers. vois. On est- Mais il faut on est l'accélérer. ingénieux. Il y a les pipelines, il y a beaucoup de choses à faire. Pascal, Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. On est prêt à financer. Il faut pour la voie du Je politique. ferai le tour pour une proposition par invité. Vous allez voir. Alain. L'ensemble des villes de Côte d'Ivoire sont, je m'excuse de le dire, hein, Moribondes sont des villes coloniales. Or, chaque ville de Côte d'Ivoire a un ADN. C'est quoi la structure de la ville coloniale? La structure de la ville coloniale, c'est une voie principale, un commerce, un centre administratif. L'église et la mosquée au Voilà. milieu. C'est ça qui traverse la ville de Vous avez part en remarqué part. On les a toutes pareilles. Hein. Et puis, c'est des villes administratives. Ce pas des villes où on a conçu de vrais pôles économiques qui sont adossés à l'histoire de la vie, à sa mémoire et à son ADN. Quand vous prenez le nom de Tumodi, Tomidi, achète pour manger, il y a une prescription dedans. Parce que chaque nom de ville est un programme. Pourquoi on s'arrête à Tumodi pour manger à chaque fois qu'on va à Yamoussoukro ou à Boissy? C'est le nom. Ça veut dire donc qu'à partir de Tumodi, là, il y a un pôle restauration, hôtellerie, potentiellement. Potentiellement. Mais ça, on l'intègre. On l'intègre. Et les autorités municipales de Tumodi, les autorités régionales de Tumodi prennent ça en compte. Lycée hôtelier, etc., etc. Pour développer cette activité-là à Tumodi, avec tout ce que ça peut compter d'activités d'élevage, etc., etc. Et je peux le dire comme ça pour chaque ville de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut repenser nos villes. Les repenser dans une logique de décentralisation, mais de construire des villes complètes. C'est-à-dire des villes qui sont économiquement indépendantes, culturellement indépendantes, administrativement indépendantes, financièrement indépendantes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on doit les relier forcément pour qu'il y ait une connectivité, mais il faut repenser. On a comme l'impression que nos villes se développent de façon sauvage. Il n'y a pas de plan directeur de développement de la ville. Chaque ville devrait avoir un centre administratif et commercial, comme Abidjan. C'est-à-dire que toutes les autres villes devraient ressembler à Abidjan. Il doit avoir un plateau, et puis il doit avoir des quartiers résidentiels, ainsi de suite. Mais ça se pense et ça se déploie. Et il faut qu'on sorte aussi de cette logique de planification à court, moyen terme. Entrons dans une logique de planification à 100 ans, à 150 ans, et faire un rétro-planning. On est dans des planifications à court terme parce qu'on veut voir des résultats, si vous voulez, vite fait. C'est-à-dire qu'on veut voir tout de suite des résultats. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez nos systèmes dans beaucoup de pays africains, on met très peu l'accent sur l'éducation, très peu l'accent sur la recherche et le développement, parce que ça, les résultats sont lointains. C'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, c'est dans 40 ans que vous verrez. C'est pourquoi, si on reste dans une logique où le temps des hommes, comme tu disais, n'est pas le temps d'un pays, il faut repenser les bases de notre développement, repenser nos villes, repenser notre économie, repenser notre modèle politique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur des quick wins. Vous savez, je vais terminer sur ça, pour moi, le développement s'apparente à la construction d'un pont. C'est quand on dit que le pont sera construit en 3 ans, vous passez devant le chantier pendant 2 ans, vous ne voyez rien. Parce que justement, l'ingénierie des bases se fait sous l'eau. On ne voit pas. Et les cuvettes, ce sont des moules qu'on fait, qu'on vient un peu mettre après, ça prend quoi, 6 mois? Et notre problème, c'est que personne ne veut construire cette ingénierie sous l'eau qu'on ne voit pas. Tout le monde veut qu'on voit ce qu'il fait. Mais on peut ne pas voir, mais on peut expliquer que pour avoir le pont, il faut pendant 30 ans travailler sous l'eau, mettre les bases et ensuite mettre les cuvettes. Celui qui mettra les cuvettes n'est pas celui qui a construit le pont. C'est une chaîne de valeur qui a construit le pont. Ça s'explique, on éduque les gens. On revient sur la logique de changer l'état d'esprit des gens et de commencer, au-delà des instructions, éduquer les gens. Nous sommes
il n'y a pas besoin, enfin, il y a vraiment une différence entre l'instruction et l'éducation. Bien sûr. Et donc, je veux dire, on est dans des systèmes où on veut tout faire à la va-vite, on veut tout montrer, on veut montrer des quick wins. Mais ça veut dire que ceux qui sont là font ce qu'ils ont à faire, comme base, même si on ne voit pas, ce n'est pas grave. Si on sait expliquer que ça permettra au prochain de mettre une autre brique, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à... On regarde les modèles. Hein, Moi, je partir, voulais- voilà. Sur la question, moi, je voulais compléter pour dire, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Vous savez que, mais je pense qu'on doit intégrer un aspect. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tous. Absolument. Parce que très souvent, on a le sentiment que les questions de développement, c'est des questions qui relèvent seulement de l'État central. Non. Chacun, à son niveau, a une responsabilité. Le maire, un maire, quand vous êtes élu maire, vous avez des obligations. Vous avez effectivement un projet de gouvernance. Mais on a vu des maires aujourd'hui, certains qui sont maires, leur posture, ou du moins leur travail, c'est devant des terrains. Vous voyez, il faut que chacun prenne conscience et les premières autorités, effectivement, qui doivent rendre compte. débat sur Non, c'est- Probité, le pouvoir, la gouvernance locale. c'est- pouvoir L'intégrité. qu'on donne Non, c'est à la dans... gouvernance locale. Non, justement, mais non, c'est pas ça. Parce que sinon, Le pouvoir que bascule vous avez sur- déjà, On bascule sur les maires aussi Non, qui, du tout. qui parlent de leur budget Non, ce qui- et non. de la gestion de ce du tout. budget. Je pense que quand vous devenez maire, vous avez connaissance du plan de budget de la commune. Vous avez un programme de gouvernance locale. Et je pense, quand vous arrivez à ce niveau, c'est un problème global. Les citoyens ordinaires qui est dans une ville, qui est dans un village, qui est dans un État, a sa partition à jouer. Là, je suis bien d'accord avec le docteur quand il dit effectivement que le problème, et je suis d'accord avec Stan, quand il dit aujourd'hui c'est une question de prise de conscience, de mentalité collective. Quel est le rôle que chacun doit jouer? Que ce soit en matière de blanchiment, en matière de développement. Tu vois quelqu'un qui travaille, qui n'est que effectivement un simple commerçant qui a une tablette, qui a un immeuble, et puis tu arrêtes pour dire non, le vieux père là, il est dangereux, il est fort. Là où tu dois te poser des questions, c'est une question collective. Chacun Voilà. doit jouer son rôle. Voilà, pour Et ne l'État pas central, stigmatiser. ce n'est pas à l'État central de tout faire. C'est ce que je voulais quand même spécifier. On Chacun est doit jouer son rôle de d'accord. citoyen. Ferdinand, Alors, tout ce qui a à faire part de la décision politique. En tout cas, pour le moment, notre système de gouvernance impose cela. Donc, c'est vrai, on aura eu de belles idées, mais il faut que le pouvoir central décide. Et je dis, comme sur ce plateau, je l'ai dit la dernière fois, le chef de l'État avait promis aller résider à Yamoussoukro. Il y serait allé que le pôle économique se serait déplacé avec lui. Ça, c'est une volonté politique. merci beaucoup Ferdinand. Mais pas ça. Ça suffit là. Merci Terminé, beaucoup. Merci terminé. beaucoup. Allez-y, allez-y. Terminé, On n'a pas le temps. Le Sénat se trouve à Yamoussoukro. On l'a dit. Non, non, le Sénat se trouve à Yamoussoukro. C'est vrai. Mais tous les sénateurs sont à Abidjan. Ça, Abidjan. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous venez de dire? Aïe. Il dit, Oui, aïe. j'ai la preuve. Ah ouais, c'est quoi qui a Donc, Tous les sénateurs aujourd'hui- sont à Abidjan ici. Aujourd'hui, Ferdinand Liagnan, Le vous nous dites sénateur Sat que Evaris du Guémon habite à Cocody. Lui, il habite à Cocody. Il Tu as dit qui Non, habite non, où? Alors, ce que je dis, Fer- la volonté politique, Ferdinand. comme Stan le disait tout à l'heure, pour que ce soit rapide. Oui. Demain, on prend un décret. Tous les sénateurs, les 99, là, ils partent tous prendre leur résidence Est-ce qu'un à Yamoussoukro. sénateur est obligé d'habiter là où Madame, il sais est? pas. Non, parce que Attendez, les maires, écoutez, Et même en non, France. non, écoutez, madame. les maires, Non, écoutez, les Pascal. députés. Pascal, Le maire- Pascal. est domicilié dans sa commune. Pascal. Mais le maire est domicilié dans sa commune. est plus accru. Pascal. Oui, enfin, Pascal. il a une maison, il a Il est domicilié Non, non, légalement dans sa Pascal, ce commune. que je suis en train de dire, j'ai dit Son si le domicile chef de légal. l'État y allait, il partait avec le pouvoir économique avec lui. On a préféré Pour faire- des- obligé pour le des- chef pour de des l'État d'aller solutions. habiter à Yamoussoukro. C'est pas moi qui l'oblige, il avait dit. Je l'avais promis, je tenais ma promesse. On a dit une personne, une mesure pour la décentralisation, le désengorgement d'Abidjan, c'est comme vous voulez, par rapport à votre secteur ou pas. Oui, il faut, en plus de réactualiser le plan de développement des villes, construire également des nouvelles villes qui sont des villes de choix polytechniques. On l'avait fait pour Yamoussoukro à un moment donné. Il faut faire des De villes nouvelles thématiques. villes, des villes thématiques qui vont aider aussi à se Faire projeter émerger de nouvelles et à former et à éduquer. Mais le problème, c'est qu'on dirait que ça demande de l'argent. Donc, pour en attendant, ce qui ne demande pas autant d'argent, c'est déjà, pour m'aligner et revenir même sur le propos que je tenais depuis le début, c'est l'impulsion politique qui commence par le fait que les politiques qui doivent être dans d'autres villes soient réellement dans Plus d'autres villes. concrètement. Plus concrètement, c'est qu'ils
prennent leurs affaires et qu'ils aillent dans ces autres Que villes. le maire habite dans sa Que le ville. maire habite dans sa ville, que les sénateurs soient à Yamoussoukro, ça je suis tout à fait d'accord avec ça. On parle d'une capitale politique, que déjà la capitale politique commence par être une vraie capitale politique, qu'on décentralise certaines administrations qui se Tous trouvent les ici. congressmen sont à Washington DC. Ça, c'est une autre question. Vous avez la création de grands pôles universitaires, vous avez l'université de San Pedro, ça va enclencher effectivement des pôles de développement. Vous avez Bondoukou qui est fonctionnel, vous avez l'université de Daloa et de Korogo. Alors, On pour commence vous, la quelque mesure part. concrète, c'est Pour laquelle? moi, la création de ces pôles universitaires avec des formations thématiques va impulser le développement de ces régions. Il y a des choses qui restent à faire. Mais c'est un processus On tire par le pôle qui tire, économique, voilà, universitaire. exactement, et c'est académique. des choses Ça à n'a pas faire. marché. Et il y a une volonté même de création C'est sa mesure. des centres de formation minière dans les zones minières. Je comprends. Et je pense que ça va impulser Je le comprends développement de ces l'idée. régions. Je reviens sur la même chose, c'est-à-dire qu'il faut construire des villes intégrées. On fait une université, Voilà. on pense à ce que les étudiants feront après. Ils ne vont pas venir à Abidjan. Donc quand on crée une université, on se dit, on anticipe sur ceux qui vont sortir de l'université. Ils vont travailler où? La préférence, c'était qu'ils travaillent dans la même région. Donc c'est pourquoi je dis de faire des choses de façon intégrée. Intégrée, ça nécessite des capitaux, mais les capitaux, ce n'est pas le plus difficile. En fait, les capitaux sont disponibles. C'est qu'est-ce qu'on en fasse des capitaux. Ce que vous proposez en face des capitaux, les banquiers sont là, le marché des capitaux est là. On dit toujours qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en Afrique. C'est faux. On a besoin de 400 milliards de dollars par an pour développer l'Afrique, mais on a 4 000 milliards de dollars d'épargne en Afrique. Donc ça veut dire que ce n'est juste pas bien organisé. Le problème de l'Afrique, c'est une question d'organisation et d'anticipation. On est dans le court terme parce qu'on veut juste montrer. On a cette culture de montrer, de saupoudrage. On veut que les gens voient tout de suite. C'est-à-dire que s'ils ont vu après que ça ne tient pas, ce n'est pas grave. Au moins, ils ont su que j'ai fait un pont. S'il est cassé, ce n'est pas grave. Mais à un moment donné, il était là. Au lieu de dire, j'en construis un, je prends le temps de le faire. Et puis pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, il est là. Sur ça, je passe. Ferdinand, Oui, mais je passe. Parce que, vous n'avez aucune parce que, mesure concrète parce pour que- tous nos téléspectateurs alors, non, je pour le dire que dis. si vous étiez aux Alors, commandes, oui, la je le- première mesure concernant la décentralisation, ce serait celle-là. Oui, mais je le dis et je le répète. Comme tous nos gouvernants aiment voir tout à court terme, parce que depuis 20 ans, mais ils ne nous parlent de la même chose, il faut Mais au-delà aussi, Il faut- ou juste depuis 20 Il ans faut déjà, la plus grosse des décentralisations, c'est amener la capitale politique à Yamoussoukro. J'insiste. Concrètement, la mesure, c'est laquelle? Oh, mais réactiver tous les projets qui ont été mis sous Vous avez dit Paillasson. envoyer la... Oui, mais c'est réactivé. La Concrètement. présidence de la République, Voilà, c'est l'hôtel des députés, le siège du Sénat, les ministères qui sont tous au plateau. Mais il faut les envoyer là-bas. Ouais, non, il dit l'argent de ça. Joël Ça dit nous qu'il y a dit de que l'argent. l'argent est là. C'est parce que tu ne veux pas. Je dis que chaque ville de Côte d'Ivoire a une identité particulière qui est fondée sur son nom et puis sur les ressources Mais c'est la mesure que qu'elle je développe cherche. en propre. C'était le rigole. La mesure, c'est justement le transfert effectif des compétences aux collectivités. Merci beaucoup, Alain. Alors, j'aimerais remercier Parenthèse, le restaurant Parenthèse qui nous accueille. On a commencé ce dîner avec, vous l'avez vu, dans une toute petite assiette comme ça, ce médaillon de chèvre frais qui a ravi vos papilles. Et puis, on a tous apprécié ce carpaccio de veau mi-cuit. C'était la toute première grande assiette. C'était tellement bien fait qu'on aurait cru du poisson, tellement c'était fin et cette émulsion de thon qui était juste en dessous. Je suis sûre que vous avez beaucoup apprécié. Alors, on vient de nous desservir les noix de Saint-Jacques. Elles ont été snackées avec des oignons doux caramélisés. Et là, vous êtes sur la pièce maîtresse, le cœur de ce menu qui est ce saumon mi-cuit. Alors, il a été laqué au miel avec un fruit africain. Celui qu'il trouve, je le décentralise tout de suite. à Yamoussoukro. Quelqu'un a une idée? Je vais juste lire. Ça, c'est du baobab. Hein, on a ici, Rim Chalabi, la maîtresse des lieux, eh bien, elle décentralise ses menus. Hein, c'est un vrai voyage avec du miel, du thon, des
des asperges, du baobab. Et à la fin, ça va être une explosion de saveurs avec ses profiteroles à la vanille et sa sauce chocolat de Côte d'Ivoire. La vanille vient de Madagascar, le chocolat Il de reste Côte d'Ivoire. à créer une Très bien. Yam Sokro maintenant. Il reste à créer Une banque à Cani. Si on faisait, La banque à Cani, peut-être qu'on va faire la c'est première de le la thé, saison prochaine si Ah, Guy mais- Savignon et Fabrice maintiennent le Il fallait programme qu'on à soit là pour Yamoussoukro. que- Hein, vous viendrez. Non, c'est en cours, hein. Il y a ça aussi, hein, si on vous invite, quand on vous dit le dîner sans fil, c'est à Yamoussoukro, la moitié d'entre vous va trouver une excuse. Non, non, non. Mais Ah non, essayez. pas du tout. On va y aller. On essaye, Essayez, ouais. Allons à Yamoussoukro. mais rendez-vous à Yamoussoukro, pas dans 10 ans, mais bientôt. Voilà la parenthèse. Hein. Oui. Ah non, vous corsez les Mais il faut choses. décentraliser. Il faut Ben. Allez, on va passer à ce dernier sujet. Merci à tous de suivre le dîner sans filtre. Et vous le savez, le 3 juin dernier, à Koumassi Campement, un déguerpissement a mis à la rue de nombreuses familles. Et coup de tonnerre, eh bien, une procédure judiciaire vise l'ancien adjoint au maire de Koumassi. Il s'appelle Aloui Broujac. Aura-t-il réussi à berner toute l'administration municipale, administrative, judiciaire? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir à notre retour ici même à table. Je vous le disais en début d'émission, ce Krav Maga s'avère beaucoup plus ardu que je ne l'avais imaginé, mais enfin, nous en sommes au dernier virage et là, tous les coups sont permis. Bulldozer, 34 hectares de rasé, comment cela se peut-il, Rayana? Moi, je te dirais que oui. En tout cas, si communication est faite, elle n'est pas assez faite. Et si communication est faite, elle n'est pas adressée aux concernés. En tout cas, cette communication ne parle pas le langage des concernés. Quand on parle de déguerpissement, c'est généralement des personnes qui, on va dire, ont des profils qui se veulent assez modestes. On parle quand même de relocaliser ou changer drastiquement du jour au lendemain la vie de personnes humaines. Donc moi, je comprends qu'on ait justement cet élan de développement et tout ça, mais il y a une manière de faire. Et cette manière de faire, c'est très important de mettre l'humain au cœur. Parce qu'une fois qu'on a développé, c'est l'humain qui reste. Et c'est l'humain qui bénéficie aussi de ce développement. Il ne faudrait pas que le développement soit l'excuse justement à, j'ai envie de dire, des maladresses diplomatiques entre justement l'État et les citoyens, parce que finalement, c'est deux alliés. Des maladresses dramatiques justement. Ce qu'on a vu, des vidéos qui nous reviennent depuis justement ces mois où les déguerpissements ont commencé, c'est toujours ce cri d'incompréhension des populations. On a l'impression que les populations croient que l'État est contre elles ou ne voient pas assez l'importance de ce que l'État est en train de faire. Donc le problème même vient du fait qu'on ne comprend pas c'est quoi ce plan de déguerpissement. C'est-à-dire que ceux qui sont concernés par ces déguerpissements, ceux qui sont déguerpis, de un, ne comprennent même pas en fait à quoi sert ce déguerpissement. Pourquoi est-ce que cette zone est déguerpie? Quand est-ce que ça va être fait? Et quel est le plan de relocalisation par la suite? Mais il est caractéristique de la force publique qui parfois, parce qu'elle a cette volonté, cette puissance-là, de déguerpir pour des régions qu'elle estime justes. Ce que je comprends, c'est pourquoi... Qu'elle estime juste. Mais il est important quand même parce qu'on parle de vie humaine. Stan nous a dit qu'il faut faire des plans non plus sur 50 ans, mais sur 150 ans. Il Mhm. faut construire des générations. Nous, on a choisi ce temps particulier de la communication parce qu'on a tous les moyens d'État pour faire des campagnes sur 6 mois, de sorte même que les gens seraient déjà partis avant l'arrivée des bulldozers, parce que le matin, vous entendez des communiqués, le soir, vous entendez à la radio, à la télé, sur les panneaux, avec nos moyens traditionnels. Les gens prenaient des haut-parleurs, ils passent dans les Absolument. quartiers. Pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que le quartier lui-même se vide avant que les bulldozers n'arrivent? Absolument. Alors, ce qu'ils vous diront, parce que j'avais posé la question justement à quelqu'un qui m'a répondu on les prévient. Donc, je dis ça de façon très nous, on les prévient, c'est eux qui ne quittent pas, c'est eux qui résistent, qui ne quittent pas. Mais en même temps, vous voulez qu'ils aillent où? Rien n'est expliqué en termes de relocalisation ou de dédommagement, rien n'est clair. Il y a encore des litiges sur certains déguerpissements qu'il y a pu avoir. Donc moi, je reviens entre le moment où on prend la décision de faire ces déguerpissements, avec justement toutes les mesures justes qu'il y a derrière, il n'y a pas de problème,
Et le moment où on le fait vraiment, il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation, d'éducation et d'information. Et ça, c'est à toutes les échelles. Donc, ça implique les présidents de quartier, ça implique justement dans ces zones-là, il y a toujours, on sait, hein, dans ces zones-là, il y a toujours des personnes qui sont un peu les chefs de troupe qui peuvent relayer l'information. Et malheureusement, tout ça n'est pas fait. Donc, on assiste un peu à un bras de fer entre des citoyens qui sont non seulement un peu dans le désarroi, parce qu'ils habitent, je ne pense pas qu'ils soient heureux d'habiter dans ces zones-là, qui ne sont pas des zones très luxueuses non plus, ou très commodes. Voilà, très commodes. Ce sont souvent des habitations. Exactement, donc un bras de fer entre ces citoyens-là, et l'État qui estime faire des choses juste pour le développement. Donc moi, je pense entre ces deux choses, il y a vraiment un fossé en termes de communication, et ça, c'est dommage, parce qu'on a tous les moyens pour communiquer. Je vais peut-être prendre le problème sur un autre angle. Et je pense que, pour moi, c'est justement un peu la négligence en termes de gestion et de contrôle si vous voulez, de l'espace public qui pose un problème. C'est-à-dire que nous sommes dans des pays où les gens sont dans une logique curative plutôt que d'être dans des logiques préventives. C'est-à-dire que ces gens, on les laisse s'installer de façon illégale. Parce que si on dégapit, ça veut dire qu'ils sont là de façon illégale. Donc on les laisse s'installer pendant 20 ans, 30 ans. Donc ça devient une seconde nature pour eux. Il faut s'arranger pour éviter que les gens s'installent dans des endroits où ils ne sont pas supposés s'installer. Si l'État, par négligence, laisse les gens s'installer, après c'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir inclure le côté humain et solidaire. Donc l'État a la responsabilité désormais de reloger ces gens avant de détruire. Absolument. Parce qu'il n'a pas fait le travail qu'il était supposé faire au départ, de les empêcher de s'installer où ils ne sont pas supposés s'installer. Enfin, on voit les gens s'installer quand même. Il y a des mairies, il y a des administrations, les gens circulent dans la vie, ils voient les gens s'installer. Donc dès l'instant où on les laisse s'installer, et j'ai comme impression qu'on ne réagit que quand il y a un problème, soit il y a la pluie, les gens meurent, soit il y a un souci, et à ce moment où on se rappelle qu'il y a un pont qui doit passer là, une route qui doit passer là, et à ce moment on fait ça. Pour moi, c'est une question de planification. Et c'est une question d'organisation, de gestion de l'espace public. Et de vision à long terme. Vision à long terme, c'est de mettre en place des mécanismes de contrôle, de surveillance, de sorte à ce que les gens ne s'installent pas. Maintenant, s'ils se sont installés, vous les avez laissés s'installer, mais à un moment donné, c'est là où la dose d'humanisme, parce que c'est la responsabilité maintenant de l'État, de dire, bon, on les a laissés, ils sont là, et puis ce sont des humains, on doit les dégager parce qu'on est obligé de les dégager pour faire la route, pour le développement, mais on prend le temps quand même, sur nous, parce que c'est nos responsabilités, de les reloger avant. Enfin, et c'est comme ça que ça devrait être. Mais tant qu'on va rester dans des logiques si vous voulez, d'approche curative, on aura les mêmes problèmes. Enfin, ça fait une trentaine d'années on dégapille les gens tout le temps. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et puis dire, bon, on va éviter que les gens viennent s'installer pour avoir les dégapiller dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et revenir dans ce même problème. On traite donc à la racine c'est la même chose. et non les symptômes. Il faut qu'on sorte de l'émotion quand on gère les affaires. Et c'est pourquoi je dis, prévenir coûte beaucoup moins cher qu'avoir à guérir. Et là, nous sommes dans des situations où, finalement, la force publique est obligée de guérir. Elle a peut-être ses raisons légitimes, mais n'empêche que ça crée une situation humanitaire un peu tragique quand même. Mais il y a eu un procureur qui a donné force aux agents pour aller encadrer. Ce procureur-là, il faut que le procureur de la République l'entende. Parce que pour moi, il ne jouit pas d'une immunité. Donc il faut qu'on l'entende parce que c'est 40 000 citoyens ivoiriens qui sont vus mettre à la rue, sous la pluie, et qui sont restés dans les décombres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont là-bas. C'est vrai qu'on a tout cassé, mais ils sont là-bas. J'aurais aussi bien voulu que le Premier ministre se prononce à défaut d'un discours officiel du président de la République. Alain. Ça aussi, ça allait être la plus grosse communication, malheureusement. Alain, est-ce qu'il y a eu des failles dans la communication? Il y a un vrai malaise national sur cette question du déguerpissement. Pourquoi il s'installe? Pourquoi quelqu'un qui a sa tête, qui a toute sa tête, qui a toutes ses capacités, va s'installer dans un bas-fond
comme celui de Gobelé, où il sait bien qu'il est dans un ravin. Moyens financiers, C'est l'état d'extrême détresse lié à la pauvreté endémique qui fait que les gens sont dans des solutions, j'allais dire, voilà, extrêmes. Ils sont dans des solutions extrêmes. Mais le même État qui déguerpit là, le même État, il fallait qu'il demande au centre de recherche en architecture et en urbanisme de l'université d'Abidjan les solutions qu'il a pour construire, parce qu'il y a des solutions, pour construire des logements en un mois. Ce centre-là dispose ouais, Géobéton. oui, même des préfabriqués C'est ça. qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Et je disais ça au président de l'université, je dis, vous ne jouez pas votre rôle de boussole. C'est l'université qui doit donner la direction. Parce que dans la nomenclature, là, il y a les sages, c'est l'université qui donne la direction. Après, il y a les experts qui vont évaluer pour voir si cette direction-là, elle est faisable, si on peut la mettre en œuvre. Et puis, enfin, il y a le gouvernement qui va mettre en œuvre, qui est l'administrateur. Et si on n'interroge pas ceux qui pensent, si on n'interroge pas l'intelligence nationale, donc ça, c'est une concertation. On a un problème avec les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Quelle solution durable? Et puis on réunit les gens. Et on discute. Si les gens ne sont pas pauvres, ils ne vont pas aller habiter dans des ravins. On est un peu sur le fait accompli, reconnaissons. Et puis maintenant, la question de la communication gouvernementale, ça c'est le médecin après la mort. Oui, mais Non, même bien. s'ils avaient été informés, Pascal, même Si s'ils ça ne avaient été changera rien, informés, ce Si ça ne que changera Stan rien, disait, dis-toi que ça ne changera rien. ils ont des habitudes de vie. Ils sont une communauté. Vous savez, quand les gens vivent ensemble, il y a un égrégore qui se forme. Ils ont leurs habitudes, ils ont leur esprit de groupe, ils ont une culture. Il y a des solidarités qui se sont tissées. Les enfants vont à l'école, etc. Voilà. même Ça si n'aurait on rien possède, changé. ils ont certainement Même prévenu les gens. Est-ce qu'on n'a pas déguerpi les gens de Washington pour construire des logements à Biabou? Les gens ont loué les maisons de Biabou pour revenir à Washington. Parce qu'il y a un attachement au lieu. C'est l'âme qui est là-bas. Il y a un attachement au lieu. Peut-être que le vieux il a enterré son fétiche là-bas. Il revient sur les lieux pour pouvoir avoir sa connexion. Voilà, son Wi-Fi. Non, on dit ça pour rigoler, mais c'est sérieux. Donc il y a des dimensions humaines, culturelles, Sociales. anthropologiques, Sociologique. sociologiques Sociologie. qu'il faut analyser. Et l'État de Côte d'Ivoire a tout ce dispositif. On L'un a- de nos on a problèmes, des c'est que tous ceux intelligences qui sur sont tous en ces situation domaines-là. de décision, les gouverneurs, les ministres, Ne font pensent pas que assez du fait appel. de leur seul titre, ils ont la science infuse et peuvent décider valablement devant un anthropologue, devant un sociologue, devant un psychologue, etc., etc. Le ministre n'a pas toutes les capacités. Donc il convoque l'intelligence. Il va même au-delà de son cercle, il appelle les gens et puis il leur demande conseil. Et puis on lui dit, ministre, pour résoudre ce problème-là de façon durable, voici les leviers sur lesquels tu peux jouer. Et puis on trouve une solution qui ressemble à la Grande Côte d'Ivoire, dont le président Alassane Ouattara rêve. Ça, là, ça fait honte à la Côte d'Ivoire. C'est 40 000 personnes qu'on a mises dehors, ça fait honte. Ce qui se passe, c'est quoi? On sait que, par exemple, où ils étaient, comment ces campements, est prévu pour peut-être une extension d'aéroport ou quoi que ce soit. Donc, n'ayant pas la vision globale, on les laisse aller sur un autre pôle qui nous intéressera demain. Ouais. Donc, pour moi, c'est actuellement, la communication, elle est post-mortem. C'est pour juste chercher à trouver voilà, des... Oui. Mais, donc, c'est un impact social. Ouais. On peut regarder le côté social. Mais au-delà de l'action ponctuelle aujourd'hui, on dit à long terme, c'est quoi? Comment on intéresse ces personnes à les envoyer même dans d'autres pôles où ils peuvent se reconstituer et puis vivre? Parce que là, ça sera tout de suite remplacé. C'est d'aller dans l'ensemble, identifier à Abidjan ou dans toutes les... Parce que la vie rurale et la vie urbaine sont différentes. Identifier tous les endroits qui sont prévus et maintenant communiquer. Ça va forcer un peu la main aux mêmes responsables là, de commencer à trouver des pôles où mettre les gens pour pouvoir... Alors, il ne régler nous ces reste plus situations. beaucoup de temps. Merci Joël pour cette très intéressante intervention. On va écouter maître La science infuse. maître L'avocat du Mété. RHDP. Non, avocat. Ah non, maître est mon invité. Attention, attention, Avocat de maître la est mon Je invité. pense qu'il faut relativiser quand même. Allez-y, L'avocat maître. va J'ai beaucoup écouté. Oui, je J'ai vous ai pris vu le temps très d'écouter attentif. parce que c'est un sujet d'intérêt national. Il y a des gens qui ont été impactés, mais je fais une différence.
entre un fait isolé, mais que je ne voudrais pas commenter, parce que par principe professionnel, je ne peux pas commenter une cause qui est pendante dans le cadre d'une information ou du moins d'une enquête judiciaire. Ce qui se passe à Koumassi, concédez-moi, je n'ai pas à en dire un mot. Mais j'ai entendu des informations, tout se dit, mais je n'ai pas la réalité d'un dossier. Donc je ne veux pas faire des allégations. Alors, mais de façon globale, je pense qu'il faut faire une différence entre des sites privés qui sont occupés par des personnes privées et des emprises de l'État qui sont occupées. Parce que figurez-vous, il m'est arrivé d'avoir des dossiers où des individus ont un droit de propriété sur un site. Sur ce site, des individus sont allés s'y installer de façon illégale, mais par le fait d'une décision de justice, et puis naturellement du monde, pour obtenir effectivement leur déguerpissement, sans pour autant effectivement que l'État ait à leur verser soit concerné une quelconque indemnité. Mais je dois aussi indiquer que la tolérance administrative, par négligence même incompréhensible, ne confère pas des droits à celui qui s'installe sur un site de façon illégale. Il y a des emprises qui sont occupées par des personnes sans droit ni titre, dans des conditions assez difficiles. Savez-vous que, par exemple, parmi des personnes qui ont été trouvées, je prends un exemple, au niveau de Boribana, il y a des gens, la plupart des gens qui y habitaient étaient des locataires. D'aucuns construisent des baraques qu'ils mettent en location, ils vont habiter ailleurs. Plusieurs personnes comme ça. Il y a aussi... Ça veut dire qu'il y a une vraie organisation. C'est une organisation, c'est une mafia. C'est une mafia. Libres. C'est une mafia. Construisent des baraques. Qui mettent en location. Qui mettent et puis ils habitent ailleurs. C'est ça. Ils prennent des loyers. Ça, c'est des hypothèses. C'est de l'exploitation. Exactement. Ça, c'est de 2-2. Vous allez voir de la même manière. Vous allez voir des non-nationaux qui habitent, qui préfèrent habiter dans ces zones précaires, dans cette précarité. Et puis, ils sont dans des villas, des immeubles qui construisent chez eux. J'en ai vu. C'est comme des Ivoiriens qui sont effectivement peut-être à Paris, qui essaient d'économiser autant qu'ils peuvent. Et puis, pour justement construire sa vie dans son pays. Ça aussi, c'est une hypothèse qu'il faut intégrer. Mais grosso modo, parlant de communication, vous savez qu'il y a une habitude en Côte d'Ivoire. Vous avez pu noter par exemple à Boribana. L'État a essayé autant que faire se peut de désintéresser les personnes qui y habitaient. Ils ont pris une première fois l'argent. Ils sont restés. En dépit de toute la communication qui a été faite. C'est-à-dire, je dis que quand un problème se pose, il faut apprécier le problème sous divers angles. Particulièrement pour le cas des déguerpissements qui sont décidés par le district, je crois savoir, en tout cas sauf erreur ou omission, que le district avait effectivement communiqué. Sauf que la question de Koumassi, qui est une question assez particulière sur laquelle je n'ai pas d'éléments, il ne faudrait pas prendre la question de Koumassi pour juger les autres questions qui se posent. Mais est-ce que vous savez que GESCO, les éboulements qui ont été constatés, les dégâts qui ont été considérables qui ont été constatés, quand vous regardez les effets, les actes qui sont posés pour prévenir et avec l'intrépidité de ces populations, souvent c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Mais au total, je suis d'accord qu'il faut relativiser dans l'approche, dans la perception, mais dans le mot de règlement de la question. Et je suis d'accord avec Stan. Lorsqu'il dit qu'il faut prévenir, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a fait preuve d'une grande latence dans la gestion de cette question. Tant que je parle de l'État, je ne parle pas d'un régime. Depuis de nombreuses années, l'État de Côte d'Ivoire a été indolent dans la gestion, dans la protection des servitudes publiques, de même dans la projection sur les réalisations à mener. On a laissé les gens s'installer par vagues successives et après, il faut régler la question. Donc au total, je voudrais que chacun à son niveau puisse s'impliquer. Chacun à son niveau doit faire une sensibilisation. Parce que être citoyen aussi, c'est de contribuer à l'œuvre générale. Sinon, je ne peux pas m'accorder non plus avec des situations qui sont vraiment désobligeantes, comme c'est le cas de Koumassi, sous toute réserve, où des élèves devaient passer en classe d'examen, devaient passer des examens qui sont dans des situations pareilles. Et ce qu'on dit, parce que dans tout cas, il y a le fait de l'innocence, ce qu'on prétend, c'est des allégations de couleur, qu'il n'y a même pas de titre qui est permis effectivement de déguerpissement. Si tant est que cela
est vrai. Je pense que l'État tirera les conséquences de droit à travers effectivement le ministère public qui s'est mis en branle. Bon, donc, de mon point de vue, c'est une question qu'il faut dépolitiser. C'est une question sociale. Il faut l'apprécier en donnant toute la responsabilité au pouvoir public, mais sans que ces pouvoirs publics soient résumés, réduits à un régime. Nous avons tous péché, je pense que nous appartient effectivement d'en prendre conscience et de prendre la pleine mesure de la situation pour éviter des gens d'indemnisation. Est-ce que je peux en dire? Je vais donner un conseil à Ben. C'est vrai, on va dépolitiser. C'est pas payant, hein? Non, tu vas payer. Le mea culpa est subtil. Mais il est Et pas c'est justement ce que je voudrais qu'il... Il est très fort, maître. Ce qu'on dit, dégager, c'est vraiment pas mauvais. Puisqu'il y a un plan directeur qui est là et qu'on connaît. Donc on sait d'avance où on doit définir. Les périodes. Pour moi, c'est ce qui est important. Pourquoi vous choisissez toujours la période des pluies là? Le gouverneur d'Abidjan, là, il est... Oui, je le personnalise. Moi, je suis... Quand on m'a présenté, on a dit homme politique. Donc, moi, je suis venu pour dire exactement ce que le politique fait. Et je dis, le gouverneur d'Abidjan, là, il est secrétaire exécutif du RHDP. N'est-ce pas? Non, il est secrétaire exécutif du RHDP. Donc, de toutes les façons, il défend la politique globale du RHDP, quoi qu'il en soit, et selon sa position. Pourquoi c'est toujours en temps de pluie qu'il trouve pour déguerpir les citoyens? Bon, c'est une question. Hein. Oui, je la pose parce que là, tu as défendu un peu les acquis du RHDP tout à l'heure. Donc, tu peux au moins me dire pourquoi c'est dans cette période aussi fragile que vous avez toujours choisi. Je vais vous laisser répondre, mais je pense que quelle que soit la saison, déguerpir, dégager, quel que soit le terme qu'on emploie, il n'y a aucun bon terme d'ailleurs, atteindre ces familles-là, où qu'elles soient, quand elles se sont déjà ancrées, comme vous le disiez, et qu'elles ont déjà une communauté de vie, comme vous le soulignez, voilà, de toute façon, c'est traumatisant et ça appelle à notre empathie. Il faut qu'on apprenne à dépassionner des débats. Allez-y, dépassionnez-vous. Un débat social de cette nature, il faut le dépolitiser. Allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas confondre les institutions. Il y a le district autonome d'Abidjan, qui est administré par un ministre-gouverneur du district, qui dans cette fonction est une fonction régalienne. Il y a l'homme politique, le secrétaire exécutif de mon parti. Donc quand le ministre-gouverneur pose un acte au nom du district, vous n'allez pas rechercher la responsabilité d'un parti politique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on apprenne à faire la part des choses. Et c'est ce qui embrouille très souvent l'opposition. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. On va le laisser terminer. Non, mais il ne peut pas continuer. Mais il peut terminer. Le ministre-gouverneur est RHDP. Je vais terminer. Il va terminer. Je vais terminer. Il va terminer. Mais je vais Il a terminer. écouté votre question. Mais je vais terminer. Non, mais maître, Mais je vais terminer. Mais s'il peut. Mais je vais terminer. Je termine pour dire que les prérogatives du ministre-gouverneur sont encadrées par la loi. Il y a des attributions qui sont reconnues au secrétaire exécutif des partis. Et il ne faut pas les Il ne confondre. faut pas les Et confondre. on a bien Merci compris. beaucoup. Le dîner sans filtre de ce soir tire à sa fin. Déjà? Oui. Nous allons prendre notre dessert hors antenne, comme on dit. Vous avez eu l'amabilité de répondre à notre invitation, à l'invitation de Live TV, et je vous en remercie grandement. Vous allez en découdre pendant le dessert, et moi, il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, parce que grâce à vous, nous avons pu, messieurs, nous avons pu mettre en transparence, en lumière des défis majeurs de nos sociétés, la transparence financière, le rééquilibrage électoral et la communication sur l'humain. Le débat continue chez vous et c'est ensemble que nous allons construire les solutions d'une société inclusive, durable et solidaire. C'est important, ce ne sont pas des mots creux, on y croit
fermement ici même et chacun de mes invités, Joël, Rayana, Ben, Stan, Ferdinand et Alain Taïsi ne vous diront pas le contraire. C'était le dîner sans filtre. Rendez-vous un samedi sur 2 sur Live TV. Et puis il y a le programme des vacances qui arrive, mais ce n'est pas encore le moment. Bonsoir. Rendez-vous à Yamoussoukro, c'est ça? Rendez-vous à Yamoussoukro.